Très bien. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, avant d'entamer l'atelier, merci à Business France, notre partenaire qui a en grande partie organisé cet atelier et qui est représenté aujourd'hui par Estelle. Donc, je remarque que certains étaient déjà là pour l'atelier précédent. Je pense qu'il a pas mal introduit ce dont on va parler tout de suite. Donc on va parler de la classe moyenne en ASEAN, de ces nouveaux consommateurs, de ces nouveaux modes de consommation. Et pour discuter tout ça, on a la chance d'avoir donc Estelle David, qui est directrice adjointe ASEAN Océanie chez Business France. On a également la chance d'avoir Michel Bogier, qui est président de la commission Asie-Pacifique des conseillers du commerce extérieur et également managing director de M2 Management. Et nous avons également, pour une vision plus pratique, Mathieu Pecker, qui est responsable des relations extérieures chez Cooperl. Donc peut-être pour introduire le sujet, Estelle, donc on va parler de croissance économique, de diversité culturelle, de diversité réglementaire. Est-ce que tu peux éventuellement donc, nous introduire ce sujet et nous expliquer comment le fonctionnement et le nouveau fonctionnement de cette zone influencent les entreprises françaises ? Merci Solène, bonjour à tous. Effectivement, une zone extrêmement hétérogène et je vais y revenir, mais peut-être juste pour resituer quand même exactement l'ASEAN, on a eu une carte tout à l'heure. Donc vous voyez une zone très très large en fait, qui va pour le Vietnam au nord et jusqu'à l'Indonésie dans le sud. Au total, c'est un bloc avec 10 pays. 680 millions d'habitants, donc juste ne serait-ce que quand on vous dit ça, inévitablement l'hétérogénéité, on commence déjà à la ressentir. L'hétérogénéité, on va l'avoir en termes, déjà ne serait-ce que de langue. Une zone où d'un pays à un autre, on ne parle pas du tout les mêmes langues. Certains pays seront anglophones, tels que Singapour ou la Malaisie, d'autres pas du tout, tels que le Vietnam ou la Thaïlande, où là on aura quand même besoin de parler ou d'avoir un peu des bases de langue locale. En termes de taille, vous avez vu une carte tout à l'heure, on a des pays gigantesques en termes de taille, tels que l'Indonésie, 17 000 îles, 270 millions, voire même 275 millions d'habitants maintenant. Singapour qui, de son côté, elle est une cité-État, 5 millions d'habitants. Donc vous voyez, c'est très très divers. On va avoir la même chose sur un point de vue culturel, de religion. Et bien entendu, tout ça sera un impact pour travailler dans cette zone et avoir un besoin de s'adapter à chacun des pays de cette zone. Également des marchés qui vont être d'une maturité différente. Encore une fois, on va avoir des pays plus développés, complètement développés, tels que Singapour, après suivi de la Malaisie, et puis avec des pays où il y a encore pas mal de choses à faire, tels que le Vietnam, l'Indonésie ou la Thaïlande. Donc zone extrêmement hétérogène qui aura un impact sur votre façon de faire du business. Juste un exemple, on parlait, je vous indiquais tout à l'heure la partie culturelle, religieuse. Si on prend l'exemple de l'Indonésie, faut savoir que on retrouvera l'impact du halal si vous êtes dans les produits agroalimentaires, puisqu'on va avoir ces réglementations où tout produit qui sera en contact avec le corps humain devra être certifié halal. Donc voilà, tout ça pour vous dire qu'une zone extrêmement diverse et variée, par contre une zone extrêmement dynamique, certainement une des plus dynamiques au monde à l'heure actuelle. L'année dernière, 5,3% de croissance. Ce qui est clairement au-dessus de ce que l'on connaît dans les économies développées. Économies développées, on était en moyenne en 2022 en 2021 à 2,7% de croissance de mémoire et bien au-delà de la Chine qui était à 3% de croissance. Donc, encore une fois, une zone clairement à regarder de très près. Merci beaucoup Estelle. Michel, on parle d'un grand attrait pour cette zone, pour l'ASEAN. Comment est-ce que vous pourriez nous apporter d'autres clés pour l'expliquer, notamment par rapport à la Chine ? On a parlé de l'hétérogénéité de la zone. Moi, je souhaiterais souligner les points communs qui concernent les consommateurs de la zone ASEAN. Ce sont d'abord
Donc je souhaiterais souligner les points communs qui uniformisent un petit peu les consommateurs de la zone ASEAN. Il faut savoir que dans cette région, il n'y a pas de statistiques officielles, mais dans cette région, avant le Covid, on tournait aux alentours de 20% du commerce qui était fait par Internet. Avec le Covid, on est passé entre 30 et 35%. Et les experts, les économistes pensent qu'on va atteindre dans les 3-4 ans qui viennent 50% du commerce qui se fait par Internet. Donc c'est vrai qu'il y a des différences religieuses, il y a des différences de culture, il y a des différences économiques entre des pays hyper développés comme Singapour et des pays émergents comme l'Indonésie. Mais il y a un point commun qui relie toutes les sociétés qui sont intéressées à faire du commerce, c'est ce fameux développement de l'Internet. Et plus le pays est émergent, plus l'Internet est développé. Quand je dis Internet, c'est un terme global. Ça comprend le e-commerce et toutes les plateformes de shoptainment, comme on dit maintenant, comme TikTok, qui s'oriente également vers le commerce. Est-ce que vous savez quel est le taux de pénétration des outils Internet en Indonésie? Il est supérieur à 75%. Pays avec des centaines, des milliers d'îles, donc qui sont éloignées des grandes villes pour beaucoup d'habitants, mais le commerce continue à se développer. Donc pour moi, le numérique, en quelque sorte, est la plateforme commune qui crée cette homogénéité des consommateurs de l'ASEAN. Merci Michel. Mathieu, plutôt sur cet aspect industrie agroalimentaire, donc on parle de biens de consommation qui sont un petit peu différents. Est-ce que vous observez des choses similaires chez les consommateurs en ASEAN ? Alors, je vais déjà expliquer qui est coopère pour qu'on comprenne bien de quoi on parle. On est une coopérative d'éleveurs de porc située en Bretagne de manière assez traditionnelle, et 35% de notre commerce, donc commerce de viande, de produits de charcuterie, de tout ce qui est issu du porc, se fait à l'export, très largement vers l'Asie. Alors, on ne va pas parler de Chine forcément aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est notre premier client et on y est entré par là. Et notre connaissance de tous ces marchés asiatiques, elle y est parce que on y est implanté directement. C'est-à-dire qu'on a 300 salariés qui sont implantés en Asie, en Thaïlande, au Vietnam. On a monté des fermes là-bas et ça nous permet d'avoir une connaissance fine de ces marchés-là. Et c'est vrai que quand on parle d'agroalimentaire, ce qui va compter sur nos produits, c'est de bien comprendre le marché sur lequel on s'adresse. Ça n'est pas un marché européen. C'est basique ce que je vais dire, mais en dehors des Philippines, qui est sur un mode de consommation un peu américanisé, dans les autres pays d'ASEAN, on consomme la viande avec des baguettes. Déjà, vous ne pouvez pas leur vendre des produits qu'on découpe comme en France. C'est aussi basique que ça, hein, mais la connaissance du marché, elle passe par là. Ensuite, c'est de la viande qui est extrêmement cuite, c'est-à-dire qu'on est sur... Chez nous, on appellerait ça de la semelle quelque part, mais c'est parce que ça se mange en soupe, parce que ça se mange avec beaucoup d'autres légumes, etc. On est obligé d'adapter continuellement nos produits et d'adresser des produits qui sont spécifiques à ces zones-là et quelque part, c'est heureux pour nous, des produits qui ne se vendent pas nécessairement sur un marché français ou sur un marché européen. Et l'autre chose qu'on voit émerger, c'est sur une demande forte de produits santé, c'est-à-dire de produits qui sont susceptibles d'apporter des garanties sanitaires extrêmement fortes. L'ensemble de ces pays-là sont hyper demandeurs et hyper exigeants sur les aspects sanitaires de nos produits et sur la garantie sanitaire qu'on peut leur apporter. C'est une chance pour nous, c'est-à-dire qu'ils ont plutôt confiance dans les produits français. Il faut qu'on leur apporte une traçabilité complète et qu'on soit en mesure de leur garantir d'où vient le produit, comment il a été transformé, etc. De répondre à des demandes particulières. On voit des demandes émerger sur du sans antibiotiques. Alors, on sait le faire, c'est heureux, mais du coup, ça veut dire qu'on doit être capable de proposer, et notamment aux consommateurs de la classe moyenne, des produits un peu premium par rapport à ce qu'on commercialise d'habitude, pas de la viande de base, mais de la viande issue de filières qualitatives un peu plus haut de gamme. Voilà, on est, tout en étant sur un marché basique, on parle de viande de porc et de charcuterie, on doit être capable de s'adapter totalement au marché, y compris en proposant des produits plus élaborés, notamment sur cette question de santé et de sécurité sanitaire. Sans parler des exigences qu'ils ont vis-à-vis de nos outils, qui sont extrêmement fortes aussi, c'est-à-dire qu'il y a des contrôles et des audits sur
avant d'agréer l'ensemble des outils pour l'exportation. Et on sait que c'est des marchés qui sont exigeants de ce point de vue-là. Très bien, merci Mathieu. Estelle, on parle d'exigence, on parle de haut de gamme. Si on parle également des consommateurs, comment s'adapter à la demande en termes de services, aux exigences en termes de réactivité également? Effectivement, on est dans une zone extrêmement, enfin je dirais, qui porte un intérêt très particulier au service et qui est très très réactive. Donc si on regarde ces deux points, bien entendu, la clé pour vous, ça sera de trouver le partenaire qui pourra aider chaque entreprise à s'adapter et surtout être présente sur place et avoir cette réactivité. Je vais juste m'attarder un tout petit peu sur ce point de la réactivité parce que je crois que c'est vraiment très spécifique à nos pays et d'ailleurs à cette zone Asie en règle générale. Les uns comme les autres, on est tous au courant qu'on doit être réactif et je pense que on se le dit tous dans notre quotidien pro que on se doit de donner une réponse rapidement à nos clients. Sauf qu'en fait la différence que l'on a, c'est que la notion de la réactivité, la définition de la réactivité n'est pas la même entre la France et notamment l'Asie du Sud-Est. Donc quand en France, on va penser être réactif en répondant au bout de 2 jours, peut-être 3 jours. En Asie, on va être bien plus réactif que ça. C'est-à-dire qu'on est dans cette fameuse instantanéité au quotidien. Donc on va vous contacter par WhatsApp, par Line, le soir, le week-end. Et je dirais que cette instantanéité, on la retrouve partout. Et on va la retrouver également dans la façon de consommer. On va retrouver de plus en plus, je dirais, des sociétés, des marques, par exemple, si on prend les cosmétiques ou les biens de consommation autres, qui vont créer des live shows. Je pense que d'ailleurs Cooperl va le mettre bientôt en place. Des live shows. Et pourquoi ces live shows? C'est vraiment pour être en direct avec les consommateurs, leur répondre en direct, répondre à leurs besoins en direct. Donc il y a vraiment ce côté réactivité, instantanéité et bien sûr le service. Comme vous le savez certainement, l'Asie est reconnue pour ça et le service va aussi pouvoir livrer les produits en temps et en heure. D'où l'importance d'avoir un partenaire sur place vraiment qui connaîtra ses codes et qui sera en mesure de pouvoir répondre à toutes ces attentes locales. Merci Estelle. On parle d'exigence et de consommation. Michel, vous avez une expérience particulière, notamment dans cette industrie du luxe. Est-ce que vous avez peut-être quelques éléments à ajouter sur ces exigences qui évoluent, sur le fonctionnement des formats, sur l'ASEAN en général et ses consommateurs là-dessus? Alors dans le domaine du luxe, mais je dirais plus généralement dans le domaine des biens de consommation, luxe ou top of the mass ou même le fast, tout ce qui concerne les biens de consommation courants. La première génération de consommateurs, celle qui est la plus importante, c'est celle qu'on appelle la Gen Z. Donc la Gen Z, c'est cette génération de gens qui sont nés avec un téléphone portable et un ordinateur dans le berceau et qui donc ont l'habitude de faire du shopping sur ordinateur et maintenant de plus en plus sur téléphone. Là-dessus, ça change les modes de commercialisation. Alors dans le luxe, pour répondre à la question de Solène, dans le luxe, on a toujours un équilibre entre ce qu'on appelle le brick and mortars et l'Internet. C'est-à-dire que les grandes marques, que ce soit les marques de LVMH, les marques de L'Oréal, les marques de Hermès, continuent à ouvrir des points de vente en dur, pour justement, comme le disait Estelle, pour vivre cette shopping expérience et pour accueillir le consommateur. Mais un gros pourcentage des ventes se font par Internet. La démarche sur Internet, elle est de plus en plus construite. Avant, c'était un peu fait, c'était un peu la cinquième roue du carrosse. Maintenant, c'est devenu un axe fondamental puisque j'ai dit que pour certaines marques, c'est déjà entre 35 et 40% des ventes. Donc, les plateformes de e-commerce sont fondamentales dans les stratégies. C'est le premier conseil que je donnerai à ceux qui veulent attaquer l'Asie. Le deuxième conseil, c'est que les plateformes ne sont pas
tout international. Il doit y avoir des plateformes pour chacun des pays. Par exemple, je citerai KakaoTalk pour la Corée, je citerai Lazada pour Singapour, je citerai TikTok pour la Chine. Donc il faut quand même avoir une stratégie locale, même sur Internet. Le troisième point, c'est ce que j'appelle l'importance des influenceurs. Les influenceurs, aujourd'hui, sont absolument fondamentaux dans les stratégies de e-commerce. Le quatrième point, c'est l'émergence des influenceurs artificiels. Vous voyez à quel point ça va très vite. Aujourd'hui, en France, on parle beaucoup des influenceurs qui sont des personnes physiques, des personnes qui existent. En Asie, maintenant, ce sont des influenceurs virtuels, c'est-à-dire des influenceurs qui sont créés uniquement par l'intelligence artificielle. On est incapable de faire la différence. Je ne sais pas si vous avez regardé des vidéos sur TikTok, par exemple, des influenceurs artificiels. Nous ne sommes pas capables de dire si ces personnes sont des personnes réelles ou des personnes virtuelles. Et le cinquième élément qui me paraît le plus important aujourd'hui pour attaquer ces stratégies, c'est que les clients aiment se mettre en scène. C'est-à-dire on n'est plus simplement à regarder une plateforme ou à écouter un influenceur sur une plateforme. Le client veut se mettre en scène. C'est pour ça, justement, que l'émergence de TikTok, qui était avant juste une plateforme on peut dire une plateforme de jeu, une plateforme sociale, est en train de devenir une plateforme de commerce. Les gens veulent se filmer, expliquer pourquoi ils souhaitent tel ou tel produit et se mettre en scène eux-mêmes avec un produit, que ce soit de la mode, que ce soit du maquillage, que ce soit de la consommation alimentaire, que ce soit une voiture. Donc voilà à peu près les 5 ou 6 points les plus importants dans la définition du nouveau consommateur. Merci Michel. Mathieu, dans votre industrie qui est l'industrie agroalimentaire, Estelle nous parlait un petit peu des live shows. Comment est-ce que vous adaptez finalement à ces nouveaux canaux de distribution ? Alors, une particularité qu'on a, c'est qu'on ne fait pas de commerce direct. B2C oui. En Asie du Sud-Est. On passe systématiquement par des canaux de commerce déjà préexistants, de la grande distribution, des convenience stores, enfin voilà, des choses qui sont déjà préalablement existants. Ce qu'on voit émerger, c'est une demande de ces clients-là qui, eux, font du commerce sur Internet et du commerce par les canaux des réseaux que décrivait Michel, et avec une demande de ces clients-là d'adapter nos produits à ces canaux spécifiques, d'adapter le produit en termes de contenance, etc., mais aussi d'adapter sa traçabilité. Ils veulent prendre aucun risque sur un commerce qui est un commerce entre guillemets virtuel, de produits déceptifs pour le consommateur. Donc on a des exigences toujours plus importantes sur assurer la traçabilité du produit, être capable de communiquer cette traçabilité avec des demandes sur de la blockchain, avec des demandes sur du flux d'informations pour être capable de pousser ce que je décrivais tout à l'heure. Un produit sans antibiotiques, il faut qu'on ait la traçabilité nécessaire collée au produit qui va jusque dans le magasin virtuel entre guillemets de la personne qui nous achète. C'est un commerce qui est aujourd'hui massif, et y compris pour des produits relativement basiques. Nous on parle pas de luxe, on est sur des produits plus standards. Le commerce de viande se passe énormément par ces canaux-là, et on doit être capable d'assurer de la traçabilité parce que pour nous c'est l'enjeu principal sur ces réseaux-là. Je vais insister sur un point parce que je pense que sur le sujet réactivité, on n'en dit jamais assez sur la différence culturelle qu'il peut y avoir entre l'Europe et l'Asie. C'est vrai pour le consommateur, c'est vrai pour nos clients, c'est vrai pour les autorités locales. C'est-à-dire que quand le marché de la viande est un marché particulier, on a un processus d'agrément, les autorités viennent, nous auditent, nous demandent des corrections, nous demandent des compléments. En France, ces compléments, ces retours qu'on doit faire aux autorités, on se donne, on veut toujours bien faire, mais on se donne le temps de les faire. L'exigence des autorités asiatiques au sens large, parce que je pense qu'on peut mettre les Chinois peut-être même en tête, est extrêmement élevée. Un retour d'audit, vous n'avez pas une semaine pour le faire. Malgré l'exigence, malgré le contenu du dossier, c'est hyper important d'être très très exigeant, et pour être en relation avec les ambassades et toutes ces choses-là, c'est pareil. C'est effectivement, la réaction, elle se fait
au pire dans la journée. On peut pas attendre plusieurs jours, y compris dans le rapport aux autorités locales. Peut-être juste, j'en profite pour rebondir. Et effectivement, c'est également le retour qu'on a, nous, de nos partenaires locaux. Enfin, donc pour Mémoire Business France, ce que l'on fait, c'est qu'on aide nos entreprises françaises à venir, je dirais, rencontrer des partenaires potentiels. Et donc, ces partenaires potentiels nous disent, bon, ben, tu nous as introduit telle entreprise il y a quelques jours, très intéressant, j'ai fait une demande de cotation, mais j'ai toujours pas de nouvelles, donc c'est quoi le problème ? Donc, voilà, le terrain et le réel parle de lui-même et effectivement, soyons encore plus réactifs que nous le sommes. Allez, je complète pas. Ce qui implique de le savoir à l'avance et de préparer les choses quelque part. C'est-à-dire de staffer ses équipes pour se dire je sais que je vais avoir un dossier lourd sur lequel on va me demander des éléments complémentaires. Je ne peux pas le préparer à l'avance parce que les questions ne sont pas connues, etc. Mais par contre, je dois préparer mes équipes et mobiliser mes équipes pour qu'elles soient prêtes à répondre avec les délais qu'on connaît et qui ne sont pas nos délais habituels. C'est une des particularités, c'est une des expériences qu'on peut avoir aussi, on sait qu'il faut être prêt. C'est-à-dire on n'attaque pas un marché en se disant on verra les questions qui vont venir. On sait qu'on va en avoir et on sait qu'on ne va pas avoir beaucoup de temps pour y répondre. Et qu'en plus il y aura une exigence de qualité de la réponse sur les sujets sanitaires dont je parlais tout à l'heure. Donc voilà, il y a une vraie préparation à avoir. Merci pour cette réponse très complète sur la réactivité qu'on retrouve donc dans toute la chaîne de valeur. C'est intéressant parce que finalement l'objectif de ces ateliers, c'est de pouvoir sensibiliser les acteurs français, les potentielles entreprises françaises qui souhaitent s'implanter sur cette zone. Quelles seraient vos recommandations finalement, Estelle typiquement, dont c'est le métier d'accompagner les sociétés au quotidien, si on devait garder une ou deux grandes recommandations pour cibler ce marché qui est le très large marché de l'ASEAN? Je pense que ma première recommandation et sûrement un des facteurs clés de succès, c'est identifier votre bon partenaire. Celui qui aura les réseaux, celui qui comprendra la culture, celui qui saura vous introduire et aura toutes les clés pour vous faire rentrer sur le marché. Clairement, pour moi, c'est certainement la première étape, l'aspect le plus important. Et après, j'en profite pour rebondir sur ce que disait Michel, et ça fait partie des conseils également. On a parlé communication, réseaux sociaux, effectivement, la communication, et je pense que ça, c'est un manque que l'on peut avoir, nous, côté de nos entreprises françaises et de nos PME. C'est notre faiblesse, le marketing et la com. En Asie, on est très, très orienté communication. Nos concurrents asiatiques le font extrêmement bien et comprennent très très bien cette façon de communiquer à l'asiatique. Et ça, je pense que c'est également important de prendre le temps et de s'adapter sur ces aspects communs. Merci Estelle. Michel, vous partagez ce point de l'importance en fait de se faire accompagner sur ce type de marché? Choisir son partenaire, oui, c'est fondamental. Être réactif, et là je voudrais rajouter à tout ce que vous avez entendu, c'est hyper important. Vous savez qu'on est dans une culture des 35 heures en France. Un message sur votre ordinateur, désolé, je suis en vacances, je répondrai à vos emails dans 15 jours ou dans 3 semaines, est un killer. Parce qu'en Asie, on ne fait pas ça, c'est considéré comme une impolitesse. En Asie, on répond le soir, on répond la nuit, on répond le week-end, et surtout, on ne met pas de message disant « je vais vous répondre dans 15 jours quand j'aurai le temps ». C'est absolument grossier. Mais ce que je voudrais faire ressortir, c'est vous rappeler que la génération de consommateurs en Asie, nos consommateurs, vos consommateurs, c'est une génération jeune, et c'est une génération qui passe essentiellement par Internet aujourd'hui pour communiquer. Que ça soit la com, comme disait Estelle, mais c'est également les achats. Les achats au quotidien se font par Internet. Je vais vous citer un exemple qui est absolument étonnant. Vous avez tous entendu parler de ce qu'on appelle 11/11, hein, la journée magique d'Alibaba, le 11 novembre. Sachez que le chiffre d'affaires généré par Alibaba par Internet, c'est que de l'Internet pur, hein, est équivalent à, que je ne dise pas de bêtises, 6 fois le chiffre d'affaires. En une journée, ils font 6 fois le chiffre d'affaires du groupe Inditex, c'est le groupe de Zara, qui a 8 marques et qui a des milliers de points de vente dans 180 pays dans le monde.
Ils font 6 fois le chiffre d'affaires d'Inditex dans une année, 8 marques, des milliers de points de vente. Ils le font en une journée et par Internet. Donc ça devrait marquer vos esprits pour comprendre à quel point la génération Z et le numérique sont fondamentaux pour attaquer l'Asie. Merci beaucoup Michel. On a pris un petit peu d'avance. Mathieu, est-ce que vous avez une dernière recommandation également pour les entrepreneurs français ? Alors, j'ai déjà beaucoup insisté sur l'aspect réactivité, l'aspect, je pense qu'on est 3 à avoir insisté, donc c'est bon, on ne va pas en dire plus. Non, l'aspect accompagnement, c'est-à-dire que c'est des marchés multifactoriels. On a parlé de la relation avec le consommateur, avec les partenaires économiques. J'insiste un petit peu sur la relation avec les autorités locales qui peuvent avoir des exigences réglementaires qu'on n'a pas vu venir, des exigences réglementaires sur le contenu. Enfin, je vais citer un exemple, on parle beaucoup de nitrite en France dans les produits de charcuterie. Notre présence sur les marchés asiatiques montre qu'ils sont largement aussi exigeants que nous sur ces produits-là. Il y a des produits qu'on fabrique qu'on n'est pas capable de vendre sur ces marchés-là parce qu'ils ont des exigences sanitaires supérieures. Donc il y a une nécessité d'accompagnement préalable dans la connaissance du marché, y compris sur des aspects très réglementaires, très normatif quelque part sur les produits qu'on veut y vendre, qui est très importante. Et pour insister sur un point, ça va avec la préparation. Il y a la préparation à être réactif et il y a la préparation à répondre à ces exigences sanitaires qui en plus peuvent parfois être un peu mouvantes. C'est-à-dire qu'on a vu avec le Covid des exigences sur nos outils en France qui étaient sans commune mesure avec ce qu'on pouvait avoir en termes d'exigences par nos autorités françaises et européennes. Et du coup, il y a un vrai accompagnement à avoir parce que c'est des faits nouveaux et auxquels nos équipes ne sont pas forcément préparées. Donc il y a ce relationnel consommateur, B2B et autorité est très important et ça passe par un bon partenaire là-bas. Très bien, merci. Peut-être juste un point que l'on n'a pas forcément abordé, c'est l'adaptabilité, le fait d'adapter ces produits au pays et je dirais à une zone même dans sa globalité. On a souvent tendance, et tout à l'heure on l'a un petit peu évoqué, effectivement on le voit sur une consommation de viande, on ne va pas avoir les mêmes façons de consommer en Europe et en Asie. Donc là, j'attire encore plus l'attention sur les packaging. Par exemple, en Asie, on va très souvent vous demander des formats plus petits. Les couleurs ne seront pas forcément les mêmes. Et puis après, bien sûr, les produits en eux-mêmes, parce qu'on n'est pas du tout ni dans les mêmes climats. Asie du Sud-Est, on sera souvent dans des climats chauds et humides, des villes plus polluées. Donc si on regarde les cosmétiques, par exemple, juste sur ce point, bien sûr, il faudra présenter des produits qui seront adaptés à ces populations. Et toujours, j'en profite, on parlait bien de consommation et cosmétiques. Toujours dans cet exemple, on est dans des pays où le symbole de succès dans la classe sociale ou autre, c'est la peau blanche. Donc typiquement, qu'est-ce qui fonctionnera ? Ce sera les crèmes solaires ou les produits avec du solaire. Donc vous voyez, il est vraiment important d'aller comprendre chacun des pays, de s'adapter. Et encore une fois, toute cette zone, c'est également des pays de façon très individuelle, même si on parle de l'ASEAN. Chaque pays aura ses particularités. Et là, on est là et votre partenaire local sera là pour bien les comprendre et les assimiler. Merci Estelle. Dernier sujet à évoquer et non des moindres, Michel, par rapport à ces consommateurs et ces biens de consommation, quel type de sensibilité on retrouve par rapport plutôt au sujet sustainability dans la consommation, dans les chaînes de valeur, etc. Alors c'est effectivement un sujet qu'on ne peut pas se permettre de laisser de côté. La sustainability, l'éco-responsabilité, pour utiliser un terme qui est plus générique et qui est plus global, commence à devenir absolument fondamental. Alors, certainement, dans l'alimentaire, c'est une évidence.
dans les cosmétiques ou dans les parfums, même dans les parfums aujourd'hui, les parfums qui marchent le mieux en Asie sont des parfums qui sont éco-responsables. Qu'est-ce que ça veut dire l'éco-responsabilité pour un parfum? Ça veut dire du verre recyclable, du verre qu'on peut upcycler, ça veut dire des cartons qui sont biodégradables, des encres qui sont des encres naturelles. Et aujourd'hui, par exemple, sur les crèmes, sur la cosmétologie en général, on essaye d'éviter le plus possible les produits de synthèse et les produits chimiques pour travailler sur du naturel. Ça touche également aux moyens d'expédition, à ce que j'appellerais de façon générique la logistique. L'emballage, les cartons, les livraisons, l'empreinte carbone. Donc aujourd'hui, c'est un sujet que vous ne pouvez pas négliger si vous attaquez l'Asie. Vous devez avoir une démarche éco-responsable. Merci Michel. Merci à tous. Est-ce que par hasard, il nous reste un peu de temps, on a un peu de questions? Je vais faire juste un complément sur l'éco-responsabilité. À titre d'exemple, on a monté, je disais, différentes fermes de production en Chine, mais aussi Thaïlande, Vietnam, etc. Et on voit que les exigences en termes de responsabilité environnementale de ces fermes-là, recyclage des déchets avec de la méthanisation, gestion des gaz à effet de serre, sont très importante, et on a des sociétés qui nous attendent dans ces pays-là vraiment à très haut niveau. Là où je vais juste mettre un bémol, c'est qu'on a d'autres attentes qu'on voit en Europe et qui sont assez absentes sur ces marchés-là. Enfin, nous, on parle beaucoup bien-être animal. Sur ce marché-là, on sent que c'est pas... Enfin, ils sont plus préoccupés sur les sujets climatiques et sur les sujets CO2 et gaz à effet de serre que sur le sujet bien-être animal. Donc, c'est un peu pareil. Il faut vraiment s'adapter au marché quelque part. Il y a une grosse attente environnementale, gestion des effluents, gestion des pollutions. Voilà, bien-être animal, on les sent moins concernés que nous pour l'instant, mais on peut imaginer que ça émerge. Parfait. Écoutez, merci beaucoup à tous les trois. Si on n'a pas de questions, eh bien, on va tout simplement terminer l'atelier. Merci.